Voilà, merci beaucoup à tous d'être présents nombreux aujourd'hui pour cette conférence Tech in Fab. Je voudrais en premier lieu remercier les équipes du Laval Virtual autour de Laurent Chrétien et Béatrice Mautier qui ont su faire preuve d'une formidable mobilisation et sans qui cet événement n'aurait pas pu avoir lieu. Remercier également la ville de Laval représentée par Françoise Oqueto qui depuis 20 ans soutient cet événement majeur de la réalité virtuelle. Remercier la région Pays de la Loire et sa présidente Christelle Morancé, et bien sûr remercier le conseil départemental représenté par Olivier Richefou. Cette année, le département a dématérialisé sa présence avec l'espace M Tech and Fab. Je voudrais également remercier toutes les équipes de Espace M et plus particulièrement les partenaires de cette dernière conférence Tech and Fab. En premier lieu, la French Fab avec Erwan Coatanea, qu'on peut applaudir. C'est le F4 sur vos claviers. La French Tech représentée par Anthony Hack. La BPI et son président Nicolas Dufourc. Le MEDEF Pays de la Loire et son président Samuel Tual. Et le MEDEF Mayenne et son président Éric Huneau. Voilà, et pour commencer cette conférence, je laisse la parole à Laurent Chrétien qui va vous donner quelques informations et explications sur cet événement absolument incroyable qu'ils ont réussi à mettre en œuvre. Merci Laurent. Oui, merci Guillaume et un grand bonjour à tous mes amis. On est super content de vous accueillir dans ce Laval Virtual World tout nouveau. Guillaume a fait tous les remerciements, donc je ne vais pas les refaire, mais le cœur y est. Je crois qu'on vient de vivre un moment historique pour, en tout cas, l'économie de l'événementiel. Si vous étiez là tout à l'heure, je répète les chiffres, on a dépassé les 6000 avatars. 6000 avatars qui ont donné vie et sens à ce monde virtuel dans lequel on est là tous ensemble. On est actuellement 206 dans notre salle de réunion, 370 à se balader dans le monde. Mais sachez qu'au-delà de ces 6000 avatars qui ont été créés, c'est plus de 4000 personnes uniques jour qui sont venues sur la Virtual World. Et au total, 11 000 personnes qui se sont inscrites à l'événement, qui ont pu participer au networking et faire du business alors que nous sommes confinés. C'était tout l'enjeu de pouvoir animer cette communauté d'acteurs de la réalité virtuelle, réalité augmentée, et de pouvoir quand même participer à la 22e édition 100% virtuelle du plus grand événement au monde dédié aux technologies de réalité virtuelle, réalité augmentée, Laval Virtual. Alors, il y a beaucoup d'événements comme Laval Virtual qui sont reportés ou tout simplement annulés. Ils sont nombreux. Il y a le MWC qui a ouvert le bal, le Global Industry, le South by Southwest, Tribeca, FMX, Vivatech, demain peut-être le SIGGRAPH. Et on ne sait pas quand pourront se tenir à nouveau des événements de cette taille en France, en Europe, dans le monde. Est-ce que ce sera la fin de l'été, la fin de l'année? Ça dépendra de toute façon des politiques imposées dans chaque pays. C'est tout le secteur de l'événementiel qui souffre et va souffrir durement. D'ailleurs, j'en profite pour réaffirmer notre solidarité et soutien à l'ensemble de nos partenaires et prestataires physiques qui, évidemment, nous repartirons dès demain pour l'édition 2021. Et je tiens à les remercier pour leur soutien et le travail qu'ils accomplissent à nos côtés depuis de nombreuses années. Les échanges que j'ai pu avoir avec d'autres organisateurs d'événements, que ce soit dans les technologies ou dans les industries plus traditionnelles, d'ailleurs, convergent. La reprise de la fréquentation internationale va être longue. On parle de plusieurs mois, voire d'années. L'hypothèse consensuelle qui se dégage, c'est sans doute un retour à la normale d'ici 18-24 mois, peut-être. En tout cas, sur les aspects sanitaires, sans doute, mais c'est pas les seuls, parce que il y a des contraintes financières qui vont conduire à des restrictions budgétaires qui impacteront la communication et du coup, évidemment, la participation aux événements. Je pense au risque aussi important de problèmes sociaux. Les modifications de nos comportements individuels, l'espèce d'habituation, et puis la prise de conscience plus forte qu'un salon international, finalement, ça a un bilan carbone plutôt négatif à ce jour. Alors, pour toutes ces raisons, je suis convaincu que les salons, et plus généralement tous les événements internationaux, vont muter ou devoir muter. Avec ce que nous venons de vivre, donc ce Laval Virtual 2020, la 100% virtuel, nous entrons dans une nouvelle ère pour l'organisation des événements, l'ère des mélanges créatifs et inattendus que le réel et le virtuel conjointement vont susciter.
Et voilà, la virtuelle est là pour y répondre. Ce qui aura été incroyable cette semaine, c'est que malgré les délais contraints, parce que ça fait finalement à peine 4 semaines qu'on savait qu'on allait pouvoir faire cet événement, les métriques de fréquentation sont peu ou prou les mêmes que pour l'événement physique. Voilà, 6 000 avatars et 11 000 inscriptions à mettre au regard de 9 500 visiteurs professionnels l'année dernière, 300 exposants. Et voilà, donc en fait, elles sont différentes. Enfin, les données sont différentes en termes de qualité. On a une fréquentation nettement plus internationale, vraiment une audience logiquement plus tournée vers les conférences, alors que l'événement physique est plus tourné vers l'exposition. Donc là, on trouve une belle complémentarité. Voilà. Et puis évidemment, on a eu des choses étonnantes. On a eu beaucoup plus de curieux, mais on a eu aussi des trolls qui sont venus nous attaquer, contre qui nos équipes ont gagné la bataille quand même. On a eu aussi des expériences nouvelles d'appropriation, des stands improvisés sur la plage, des œuvres d'art en pixels avec des post-it qui nous ont été laissés sur le terrain de foot. On a fait des bains de mer virtuels et collectifs. Et puis on a eu des mots d'amour par centaines cachés dans des endroits secrets. Vous pouvez aller les voir au phare, sur les toits. Et je trouve ça, voilà, en fait, ces mots transforment pour moi cette aventure technologique en une vraie aventure humaine. Et voilà, j'espère qu'ensemble, nous allons inventer l'avenir. Merci et profitez bien de ce beau programme. Feel the Virtual Force. Merci Laurent de ce petit mot d'accueil et de précision, et bravo encore pour ce remarquable travail que vous avez réalisé, toi et tes équipes. Alors le thème de notre conférence aujourd'hui, c'est inventer le futur de l'industrie, ou comment le numérique peut accompagner l'industrie française, évidemment dans la sortie de crise que nous connaissons, mais plus largement pour rentrer dans l'ère de l'industrie 4.0. Alors comme premier intervenant, je voudrais que nous accueillions Gilles Babinet. Gilles Babinet est multi-entrepreneur. Il a été le premier président du Conseil national du numérique. En 2012, il est nommé Digital Champion par la ministre Fleurpin auprès de la commissaire européenne chargée du numérique. Et il est actuellement président du conseil d'administration de nombreuses sociétés, notamment celle de Captain Dash. Donc merci d'applaudir Gilles Babinet. Bonjour. Gilles, tu peux te déplacer jusque devant. Ah ouais, alors attends, parce que moi, je vais essayer d'y aller. Voilà, c'est ça. J'ai les jambes qui flageolent un peu. C'est l'émotion. Ouais, c'est impeccable. Voilà, j'y arrive presque. Ça y est, je suis devant le pupitre. Magnifique. Waouh, ça file le trac de voir tous ces noms. Je suis censé. Qu'est-ce que je suis censé faire là? Tu es censé faire ta présentation. Ah, je suis censé faire ma présentation. Voilà. En fait, je pensais que c'était plutôt un dialogue, mais je peux faire une présentation à condition que on me guide un peu, ou éventuellement qu'on me pose quelques questions, parce qu'il y a beaucoup de thèmes qu'on pourrait aborder ici. Non ? L'idée, Gilles, peut-être pour commencer, toi qui as une expérience et une vision large à la fois du numérique, des enjeux du numérique, que ce soit en termes de gouvernance française, européenne et mondiale, peut-être comment est-ce que tu vois, toi, la place et la portée du numérique à la fois à l'issue de cette crise, et puis comment est-ce que le numérique peut être un vecteur et un atout fort pour permettre à l'industrie de rentrer dans cette grande ère de l'industrie 4.0 ? Oui, ok. Merci pour cette question, d'autant que j'ai travaillé dessus ce matin dans le cadre d'un autre sujet. Voilà. Donc, en quelques mots, ce qu'on observe en général, c'est une accélération numérique extrêmement forte. Je vais parler de la France en particulier. Première nouvelle, l'infrastructure a tenu. C'est-à-dire, dans les premiers jours du confinement, il y a eu une vraie inquiétude des pouvoirs publics sur le fait que l'infrastructure pourrait tenir. Inquiétude d'ailleurs qui était réciproque de la part des opérateurs. Ils se sont un petit peu inquiétés. Il y a eu d'ailleurs un certain nombre d'adaptations qui ont été faites dans les jours qui ont suivi. Vous avez vu que YouTube a passé ses vidéos non plus en 4K, mais
en haute qualité, et ainsi de suite pour un certain nombre d'acteurs. Il y a eu des accords de peering qui ont été signés, mais la bonne nouvelle, c'est que l'infrastructure a probablement pris en volume, c'est très difficile à dire, mais peut-être un facteur 2, et ça n'a pas bougé. Ça, c'est une première bonne nouvelle. En ce qui concerne les grandes entreprises, on a assisté à des effets extrêmement variables. C'est-à-dire que je ne vais pas les nommer précisément, mais ce qui est surprenant, c'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont eu du mal à faire du télétravail, et que c'est souvent des entreprises qu'on aurait pu supposer capables de le faire. En particulier, les banques, certaines d'entre elles n'ont pas été capables de délocaliser leur place de marché. Il y a des gens qui ont continué à aller dans des tours à la Défense pour pouvoir faire fonctionner les plateaux de trading. Et les acteurs, comme des acteurs industriels, ont plus facilement réussi à permettre aux gens de travailler depuis chez eux. Les administrations publiques, il y a celles qui ont l'habitude, comme la DGFiP, c'est-à-dire les impôts, ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu quand même de gros loupés du côté de l'éducation nationale, clairement. Et une chose que moi j'ai trouvé vraiment étonnante, c'est que à chaque fois que je me retrouvais à discuter avec le monde de l'enseignement, la conversation venait assez vite sur le fait qu'il ne fallait pas utiliser les GAFAM. Et en fait, ils ont tous et toutes intégralement muté sur ces outils parce que il n'y avait rien d'autre. Et donc, pour faire justement des visios, faire des markups sur des documents, etc., les outils de Microsoft, de Google étaient bien pratiques. Et voilà, il y a eu pour eux, ça a été vraiment une opportunité très grande d'accroître leur nombre de clients. Reste que on a des distorsions assez importantes. Il faut savoir que en France, il y a probablement une quinzaine de millions de personnes qui ont des enjeux d'accès ou de littératie à l'égard du numérique, et que évidemment le confinement n'est pas du tout vécu de la même façon quand vous avez accès à Netflix, que vous voyez vos parents ou vos petits-enfants tous les jours par visioconférence, que quand vous êtes isolé chez vous, dans des territoires ruraux, et que vous ne pouvez pas dialoguer vraiment. Donc on a cet enjeu qu'on essaie de résoudre, d'ailleurs, de fracture numérique, avec une accélération du plan très haut débit, mais c'est sans doute ça qui est le plus préoccupant, avec aussi un point d'attention sur les TPE, qui sont notoirement sous-numérisés. Concernant l'évolution, alors il y a quelque chose que vous avez dû observer, c'est que il y a un effondrement des bourses dans le monde, mais pas des acteurs numériques. Ils sont très diversement touchés. Certains d'entre eux voient même leur cours progresser. Évidemment, des Netflix et Zoom en particulier, mais pas que. Et donc, la conclusion qu'on peut naturellement tirer de ça, c'est que, en fait, le Covid va être un accélérateur notoire de la digitalisation de l'ensemble de la planète, puisqu'il y a 4,5 milliards de personnes qui sont à présent confinés, et pour l'instant en tout cas, renforce les positions des dominants, c'est-à-dire les acteurs américains, dans une moindre mesure chinois, et aussi d'autres plateformes dans les pays en développement, en Inde, qui sont devenues, je dirais, extrêmement répandues. Dans ce cadre, il y a des usages qui étaient problématiques. Le premier d'entre eux, c'est la visioconférence. Je veux dire, moi, je faisais pas une visioconférence par semaine auparavant. Maintenant, j'en fais 7 ou 8 par jour, qui deviennent absolument homogènement répandus. Et ça n'est pas que la maîtrise d'une plateforme, c'est-à-dire maîtriser tous les petits boutons. Là, par exemple, moi, je connaissais pas bien cette plateforme. Donc, au début, on tâtonne un peu, on cherche les usages. C'est aussi les us et coutumes. Comment est-ce que on prend la parole, on lève la main, par exemple ici il y a raise hand en bas au milieu pour pouvoir prendre la parole. Au début, on n'a pas forcément l'habitude de ce genre de choses, et d'autres usages comme par exemple la télémédecine. Je pense en particulier à Doctolib qui fait, je crois, maintenant
aux alentours de 600 ou 700 000 consultations par mois. C'est raison multiplié par 7, hein, c'est pas compliqué. Bon, voilà. D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir si Doctolib ne va pas devenir une décacorne plus vite qu'on ne le pensait, parce que sa concurrence à une échelle internationale est quand même, elle existe, mais elle n'est pas évidente. Il n'y a pas d'acteur frontal qui va probablement acquérir Doctolib demain. Ça c'est pas écrit comme ça, donc c'est assez intéressant. Maintenant, moi, pour faire une conclusion à cette première partie, là, pour moi, la grande surprise, et c'est peut-être une partie un peu politique, c'est finalement l'effondrement de la capacité politique de planification. Et je trouve que quand on voit les reculs et les avancées à l'égard de la date de reprise de l'école, le déconfinement par zone ou pas par zone, etc. Enfin, ça m'interpelle sur une chose que j'ai beaucoup dit, c'est le fait qu'on aura du mal à devenir une nation digitale si on n'a pas une base beaucoup plus technique et scientifique dans la décision politique. Et quand je compare finalement des pays que je connais un peu, l'Inde, la Chine ou les États-Unis, je m'aperçois que peut-être pas au niveau politique, quoi qu'en en Chine c'est clairement vrai, mais au niveau administratif, il y a beaucoup plus de scientifiques. Enfin, vous regardez même un État très décrié comme les États-Unis, quand Trump prend la parole pour nous asséner ses délires, c'est très rare qu'il le fasse tout seul, et il y a souvent une sorte d'aéropage scientifique pour essayer de crédibiliser sa parole. Il n'est pas tout seul, il y a des gens qui sont autour, et ces gens-là sont beaucoup plus souvent que chez nous des gens issus du monde scientifique. Donc il me semble que ça doit nous interpeller sur la nécessité de rééquilibrer aux côtés de la parole politique avec des parcours qui sont essentiellement administratifs ou dans le monde du droit, de rééquilibrer cette parole avec une présence de gens qui sont probablement plus issus du monde de la société civile, des entrepreneurs, des scientifiques et des techniciens. Voilà. Ok, merci Gilles. Peut-être une seconde question, puisque tu as cité un certain nombre de pure players du domaine de la tech, Netflix et d'autres. On voit bien que beaucoup d'entre eux, d'ailleurs la plateforme qu'on utilise aujourd'hui, les aussi, sont des acteurs étrangers. Et on a beaucoup parlé ces derniers temps de la souveraineté industrielle. Comment est-ce que tu vois les choses pour qu'on ait une souveraineté numérique, c'est-à-dire qu'on ait des pure players français, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils émergent ? Oui, alors ça, c'est un sujet premier. On voit bien que avec l'histoire de Stop Covid, où Apple et Google ont accepté de faire une API commune pour pouvoir s'interfacer, on a des enjeux quotidiens désormais de souveraineté. On ne sait quasiment pas héberger quelque chose de sophistiqué en France, puisque les cloud services sont pas du tout du niveau de ce que l'on peut trouver chez Azure ou AWS. Et je pourrais passer un certain temps à décrire finalement les édentements sur la souveraineté qui posent de vraies questions sur notre capacité réellement, aussi bien d'un point de vue politique qu'économique, à être autonome. Alors, la question, c'est finalement, en général, les réponses à ça, il y en a deux qui sont assez communes. Il y en a une qui consiste à dire ben, on a perdu, c'est pas grave, il faut accepter ces outils, etc. Donc ça on l'entend beaucoup. Et en fait, ce qui guide ça, c'est souvent le fait que lorsqu'on voit les alternatives, souvent para-étatiques, elles sont très mauvaises et on n'a pas envie de ça en termes d'user experience. Quand on essaye d'utiliser les plateformes de visioconférence qui sont agréées par l'ANSSI, voire celle qui est intra à l'État central français,
bon, quand on revient sur Zoom, on a l'impression d'être en vacances, quoi. Donc ça c'est, je l'entends beaucoup. La deuxième, c'est de dire, on va faire pareil. On va investir. Je pense que le héros de ça, c'est évidemment Quant. On s'est dit, il y a un moteur de recherche américain, il faut en faire un français ou un européen. Et on a fait la même chose d'ailleurs dans les cloud services, avec Imergy et CloudWatt, et beaucoup d'autres sujets. Moi, je pense que ce sont souvent des approches qui sont vouées à l'échec, parce que les politiques qui consistent à copier, même ce qui a vraiment bien marché, comme par exemple les initiatives d'innovation radicale comme le DARPA, en fait dysfonctionnent parce que il y a un moment historique, un moment pour faire ce genre de choses, et que aussi bien lorsqu'on est entrepreneur que quand on est pouvoir public, si on n'est pas dans le momentum, eh bien, on fait un échec. Et on a toujours tendance à penser que finalement, ce que l'on voit autour de soi, c'est une forme d'optimum indépassable. Donc, le moteur de recherche, c'est finalement la seule façon qu'il y a à naviguer dans l'Internet, que les cloud services, c'est finalement l'architecture finale de la façon dont fonctionneront les systèmes de données. En fait, on voit très bien, aussi bien pour les moteurs de recherche, que commence à se dessiner dès le lendemain avec le machine learning ou avec le edge concernant les stratégies de données, pour ne parler que de ça. Et me semble-t-il, une façon d'aborder ça, c'est d'essayer de tracer des perspectives de relativement long terme, qui peuvent venir d'ailleurs des pouvoirs publics, mais où les pouvoirs publics doivent éviter de faire de l'interventionnisme. Moi, je me suis beaucoup intéressé je dirais, à la synchronisation entre les politiques publiques et l'entrepreneuriat, pour regarder ce qui fonctionne. Alors, en Europe, on a évidemment un exemple qui est cité à tort et à travers, c'est évidemment Airbus. Airbus, c'est plutôt l'exception que la règle. C'est-à-dire que si je prenais l'ensemble des initiatives où on a pris de l'argent public pour faire des politiques industrielles, je peux probablement, pour un Airbus, compter au moins des dizaines d'échecs, et d'échecs qui sont très lourds parfois. Donc je crois que ce qui est en train de... Il y a un début de commencement de design à cet égard, c'est une politique européenne qui consiste à dire, finalement, la prochaine bataille, c'est l'articulation entre l'environnement et la technologie. Celui qui en parle, je trouve, assez bien, c'est Thierry Breton, et où on se dit, finalement, le New Deal européen, à différencier du Green New Deal américain, ou plutôt le Green Deal européen, à différencier du Green New Deal américain, c'est l'idée de dire, en fait, on va essayer de créer ce qu'en anglais on appelle ça un level playing field, c'est-à-dire un niveau de jeu qui soit assez élevé, et pour éviter finalement d'avoir des acteurs qui sont à l'extérieur de l'Europe, qui ne sont pas soumis à un niveau de contrainte environnementale et qui vendent moins cher leurs produits, on va les taxer à l'entrée dans l'Europe. Ça, c'est l'idée de base. C'est-à-dire qu'on dit, finalement, par habitant européen, on importe à peu près 2 tonnes de carbone de Chine, mais on va taxer ça et on va s'en servir pour créer des politiques, justement, d'investissement dans les technologies de l'innovation, sans les flécher. Donc on va donner un terrain de jeu aux entrepreneurs qui leur permettra d'être, je dirais, à compétition égale avec la Chine, et un axe très fort qui va être celui de la décarbonisation. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire. Moi, je pense qu'il y a 2 ou 3 obstacles à ça. Le premier d'entre eux, c'est de donner la solution en tant que pouvoir public. C'est pas au pouvoir public de faire ça. Le pouvoir public donne une direction, et les entrepreneurs trouvent les solutions. Ça, c'est vraiment très important. Le deuxième, c'est les alternances politiques. C'est-à-dire que la commission, ça dure 5 ans, et des politiques de ce type-là, si je prends par exemple le DARPA, qui a abouti à des révolutions dans tous les domaines, hein. DARPA a été fondé en réponse à Sputnik. Donc le DARPA, c'est quoi? C'est une agence d'innovation de rupture qui bénéficiait de pouillèmes de financement dans ses premières décennies. C'était
quelques dizaines de millions de dollars et qui a inventé l'intelligence artificielle moderne. En tout cas, le deep learning a été financé par le DARPA. Le microprocesseur l'a été. Bonjour Caroline. Pardon, Julia. C'est vous qui me parlez? Je suis très perturbé. Il y a une jeune femme qui vient à ma droite. Voilà. Bon, Elle est partie. Elle est partie. Et donc, ça a mis du temps à fonctionner, le DARPA, cette agence d'innovation de rupture. Et aujourd'hui, 50 ans après sa fondation, puisque c'était 58, tout le monde veut faire un DARPA. 60 ans après sa fondation, tout le monde veut faire un DARPA. C'est pas forcément une bonne idée. Je pense que aujourd'hui, on est dans un monde multiconnecté où l'open source, c'est une forme de nouveau DARPA. Voilà, donc il faut créer un cadre référent, laisser les entrepreneurs faire, leur donner du temps, avoir des politiques publiques qui sont extrêmement consistantes et éviter de copier les précédents, aussi bien en termes de politique publique qu'en termes d'innovation. Voilà, on a beaucoup fait le contraire de tout ça. C'est-à-dire qu'on a voulu faire un DARPA européen, on a fait un DARPA français d'ailleurs, in fine. On a voulu décider quelles étaient les technologies, je ne sais pas si vous vous souvenez de Quaero, qu'il fallait financer au niveau européen et au niveau français. Et on a créé un niveau de jeu qui était totalement déséquilibré avec la Chine et les États-Unis, notamment parce qu'il n'y avait pas du tout les mêmes contraintes normatives. Certains d'entre eux étaient empêtrés dans des contraintes de gouvernance de la donnée qui étaient nationales, qui étaient différentes d'un pays à l'autre. Le RGPD a harmonisé ce genre de choses. Et puis, encore une fois, il y avait des déséquilibres économiques, notamment vis-à-vis de la Chine, qui, socialement et environnementalement, avaient un avantage totalement discriminant, qui se chiffre d'ailleurs assez bien en part de valeur. Bon, on considère que c'est 20 à 30 points de marge que l'on peut voir entre, alors peut-être pas toutes les entreprises européennes, mais l'étude que j'avais vue portait sur des entreprises franco-allemandes, et évidemment, ça ne vous rend pas compétitif sur beaucoup de produits à valeur ajoutée moyenne. D'ailleurs, le fait qu'aujourd'hui on ne fabrique plus l'ensemble des antibiotiques ou même des molécules médicales, on va dire de base, est directement lié à ça. C'est-à-dire que quand vous avez des normes de sécurité qui sont moindres, lorsque vous avez des rejets dans l'environnement qui sont beaucoup plus permissifs, eh bien, les unités chimiques qui fabriquent les médicaments s'implantent plus facilement. Et il ne faut pas s'étonner que les 3 zones dans le monde où il y a le plus de producteurs de molécules de base dans le domaine de la santé, c'est 3 pays qui sont des moins-disants en matière environnementale, nommément la Thaïlande, la Chine et l'Inde. Ok, merci beaucoup Gilles. Nous te retrouverons dans un second temps pour une table ronde. Vous êtes nombreux à poser des questions sur le chat public et donc on reprendra vos questions dans cette deuxième partie. Merci beaucoup et on peut applaudir Gilles. Merci. Les applaudissements sont extrêmement nourris, c'est touchant. Ah voilà, ça commence à être mieux. Merci alors. Je crois qu'il faut l'expliquer à tout le monde. Vous cliquez sur votre nom en dessous du GoTo et là il y a clap. Ou alors vous utilisez la fonction F4. F4, tout le monde applaudit. Merci Gilles. Tu peux reprendre ta place là où tu étais tout à l'heure. Alors pour suivre, il n'est pas là physiquement, il ne pouvait pas venir, mais il nous a envoyé une vidéo spéciale pour cet événement et pour cette conférence Tech in Fab. Il s'agit d'une vidéo de Nicolas Dufourcq, qui est directeur général de BPI France, qui a été l'initiateur de la French Fab et du French Fab Tour, dont la première étape, vous vous en souvenez, est partie en Mayenne à Laval en janvier 2019. Donc je vous laisse regarder à l'écran cette intervention.
C'était tout à fait pionnière, donc je vous félicite à nouveau. Ce que nous dit cette crise, c'est évidemment que bonjour à tous, bravo à ceux qui montent ce Laval doublement virtuel, qui vient après des années qui étaient déjà des grands succès. La Mayenne, on le sait, a été tout à fait pionnière, donc je vous félicite à nouveau. Ce que nous dit cette crise, c'est évidemment que on est dans une sorte de reset profond autour du digital qui touche la FAB et qui donne plus encore de poids aux intuitions qu'on a pu avoir quand nous avons, avec les entrepreneurs de la Mayenne, lancé il y a quelques années la French Fab. Parce que la French Fab, c'est forcément la Tech in Fab. C'est la fab digitalisée, c'est l'usage des technologies numériques dans les processus de production, dans les chaînes d'approvisionnement, dans la conception même des produits, dans le suivi de la performance de nos activités et de nos produits, et dans le suivi de l'utilisation de nos produits par nos clients. Et ce que nous dit cette crise, c'est que dans les mois qui viennent, on va s'apercevoir très vite que entre ceux qui se sont préparés au digital et ceux qui ne se sont pas encore préparés au digital, le fossé va se creuser. Et donc je peux vous dire en tout cas que BPI France sera extrêmement actif pour ramener l'ensemble de l'industrie française dans le peloton de tête qui est composé des entreprises de la French Fab, les entreprises de Tech in Fab. Voilà, je vous souhaite un très bon événement cet après-midi. Voilà, je ne sais pas si vous avez tous bien entendu la vidéo, c'était un peu coupé, mais en tous les cas, c'est grande fierté d'avoir cette vidéo. La BPI qui a été très gros acteur de la French Fab et partenaire de cette conférence. Alors, cela fait la transition avec les deux prochaines interventions, et notamment avec la première, Damien Marc. Damien Marc est le CEO de JPB System, donc une entreprise industrielle spécialisée dans les produits auto-verrouillants pour l'aéronautique, et il est ambassadeur de la French Fab. Merci de l'applaudir. Damien, c'est à toi. Ouais, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Damien, président de la société JPB System, qui est une PME industrielle innovante qui bosse dans l'aéronautique principalement. Donc, on fait des pièces mécaniques qui montent sur les moteurs d'avion. Pour faire simple, on fait des vis. Annie, est-ce que vous me voyez? Je suis derrière. Qui ne se démontent pas. On fait des vis et des écrous qui vont tenir en vibration dans les atmosphères très sévères telles que des moteurs d'avion. Moi, j'ai racheté cette boîte il y a 10 ans, en 2009. On sortait d'une première crise aéro, d'ailleurs. On reparlera un petit peu de celle qui arrive là. Et il y avait un produit dans ma boîte, cette fameuse vis imperdable. Il y avait un client, c'était la société Safran. Alors, moi, quand je l'ai repris, j'ai une stratégie assez simple, c'était de dire, ce produit, on va tâcher de le diversifier, on va essayer d'innover et d'en créer d'autres. Et puis, on va partir à l'export. C'est bien d'avoir un client français, mais il faut diversifier, il faut aller plus loin. Et donc, c'est ce qu'on a fait, on s'est attaché à le faire. Et puis, on a déposé donc, ces 10 dernières années une dizaine de brevets internationaux qui trouvent principalement aujourd'hui leur place dans l'aéronautique, mais pas que. On équipe par exemple tous les raccords de canalisation de l'A320 Neo. Il y en a beaucoup, hein. On a beaucoup sur un A320 d'Airbus. Et puis, on est aujourd'hui présent dans beaucoup de pays avec beaucoup de clients en rang 1, comme Safran, comme General Electric, comme Boeing, comme Airbus, comme Rolls-Royce, donc des grands noms. Et je suis très fier d'avoir une PME qui bosse en direct avec ces grands du secteur. Donc, c'est 85% d'export. Aujourd'hui, on est monté de 1 million à 30 millions de chiffre d'affaires à peu près sur cette période. Donc, une croissance colossale. On n'est pas dans le digital, on n'est pas dans le numérique, on est dans la production. Et finalement, il y a plusieurs choses quand on vit une aventure comme ça d'accélération permanente qui peuvent être un problème. C'est la gestion des ressources humaines. Il faut créer une équipe qui est sur 3 continents. Aujourd'hui, on a un site en France, un site en Pologne à côté de Cracovie et un site aux États-Unis, dans l'Ohio. Il faut monter cette équipe, se codir, cette gouvernance. Il faut trouver les fonds, il faut financer, il faut trouver les clients. Ça, je dirais que ça s'est passé sans trop d'encombre. Finalement, ce qui m'a inquiété le plus dans cette période, c'était de ne pas être capable d'honorer les commandes qu'on recevait, la production qu'on avait de la part de nos clients. Parce qu'on part d'une barre de métal, il faut la transformer en une pièce. Et donc, il y a 4 ans, en fait, est venue l'envie de créer un site de production qui soit installé en France. Donc, il est situé à 30 minutes, 40 minutes au sud de Paris, sud-est, à côté de Melun, Fontainebleau.
Et je me suis dit, quitte à monter un site de production, il faut que ce soit le plus efficace, le plus performant au monde, en fait. Hein. Donc, j'ai analysé un petit peu comment on produisait en France. Donc là, on parle de la fab, pas de caricature, mais il y avait encore beaucoup d'ateliers qui marchaient de manière très classique avec une machine, un homme devant, une machine pour contrôler. Et je me suis aperçu que dans le monde d'aujourd'hui, il fallait qu'on soit un peu plus efficace et que toutes ces tâches à non-valeur ajoutée, ces tâches répétitives, pour lesquelles d'ailleurs on avait du mal à trouver du personnel, il fallait qu'elles soient réalisées par des robots et que, au cœur de cette usine très automatique, très digitale, on viendra sur le digital après, l'homme soit au cœur de la valeur ajoutée. Et donc c'est autour de cette idée qu'on a monté cette usine du futur. Avec mes collaborateurs, on a fait appel à aucun consultant, on a sélectionné les briques technologiques, hein, comme des Lego qu'on a assemblés du marché, ces grosses machines qui coûtent très cher de production. Et aussi bizarre soit-elle, ces machines aujourd'hui ne communiquent pas ensemble. Il n'y a pas de protocole de communication pour que la machine de contrôle communique avec la machine de production. Donc on a créé ces protocoles de communication à notre manière. Et une fois que ces machines étaient capables de communiquer, ça donnait des tas de libertés, des tas de choses possibles à faire. On a mis des robots en place pour balader les pièces d'une machine à l'autre et venir faire tous ces gestes rébarbatifs que font certains opérateurs dans les usines. Et donc, grâce à ça, on a réussi cette montée en cadence. On a mis au point cette usine. Alors, ça n'a pas été simple, j'ai très peu de temps, mais ça passe vraiment par des phases psychologiques où, au départ, quand on met des robots, bah, ça marche moins bien que quand il n'y en a pas. Et ça, on pourrait en parler. C'est vraiment des vagues un petit peu à porter. Aujourd'hui, c'est un succès. Cette usine est capable donc, de travailler en 2/8 la journée avec une présence humaine et sur un mode légèrement dégradé, en full automatique, la nuit, sans personne dedans. Donc ça, c'est génial, c'est une bonne information. Ça veut dire que la réindustrialisation française sur un certain nombre de produits, elle est possible. On en est la preuve. Et à un coût aujourd'hui qui est tout à fait compétitif avec ce qu'on peut trouver dans les pays dits best cost aujourd'hui. Donc, quand on a une usine comme ça qui est très connectée, en fait, on peut digitaliser l'ensemble du flux de valeur qui passe, c'est-à-dire combien de pièces j'ai fabriquées, est-ce que je suis raccord avec ce qui est prévu dans mon ERP, parce que tout ça, ce sont des datas qui transitent, qu'on peut stocker dans des databases. Et très tôt, on a créé une application maison à JPD qui venait faire converger un petit peu tous les systèmes d'information qu'il y avait dans l'entreprise, toutes les informations des machines. Et il y a déjà 3 ans, j'étais capable, moi en interne en tous les cas, de piloter l'ensemble de cette usine à partir de mon iPhone. Il y a 3 ans, effectivement, grâce à l'impulsion de BPI, de Nicolas Dufour, qu'on a vu juste avant, la French Fab est née. Et la French Fab, c'était ce mouvement un petit peu d'entrepreneurs, d'industriels qui devaient se dire le message était simple. Soyons fiers de l'industrie, portons ce message haut et fort, parlons-en aux jeunes, soyons des porte-parole, entraînons-nous, digitalisons nos industries, exportons. Et voilà, c'est un message qui m'a parlé. Alors j'avais déjà, comme je vous l'ai expliqué, coché un certain nombre de cases. Et j'ai donc décidé de cocher les cases qui manquaient, c'est-à-dire l'entraide entre collaborateurs industriels. J'ai reçu des centaines de patrons, de PME, des fois de grands groupes, qui ont visité mon usine pour s'inspirer, poser des questions, voir mes collaborateurs, voir ce qu'était ce nouveau monde de l'industrie du futur. Donc j'espère en avoir inspiré certains. Je sais que certains ont franchi le pas depuis, qui sont venus, ça les a inspirés. Moi, je me suis beaucoup nourri aussi de leurs problématiques, parce que dans l'industrie, on est loin de la tech. Et faire rentrer de la tech dans la fab comme ça, c'est pas simple dans la tête d'un industriel. Moi, j'avais la chance d'avoir un parcours d'électronicien, d'informaticien, c'était des choses qui me parlaient un petit peu plus. Et puis, nourri un petit peu de cette expérience, on a aussi injecté de la tech dans nos produits. On les a rendus plus intelligents, ces produits mécaniques. Aujourd'hui, on y intègre de l'électronique, on y intègre de la RFID, on les fait communiquer. On a par exemple sorti récemment une rondelle connectée qui, simplement en approchant son smartphone, vous indique le couple de serrage qu'il y a dans un assemblage. Alors, ce n'est pas utile partout, mais ça peut être très utile, je ne sais pas, dans la maintenance d'un parc d'attractions, par exemple, sur des atmosphères très, très difficiles à aller contrôler. Sensible. Et puis, ça faisait longtemps que me trottait dans la tête de dire comment digitaliser, comment permettre, parce que j'avais beaucoup de demandes de gens qui visitaient mon entreprise, qui me disaient « Damien, quand est-ce que tu montes une société qui vient faire ce que tu as fait chez toi, chez les autres ?» Et ça, j'ai lutté contre cette idée parce qu'aujourd'hui, dans les ateliers, il y a des machines qui ont parfois 50 ans, 30 ans, 20 ans, des machines récentes. Il n'y a aucune des machines qui a le même langage de communication. Chacune a son automate particulier, chacune a son langage. Et je me suis dit, si je monte une boîte qui va faire ça, il va falloir que j'ai une armée de consultants, d'électriciens, d'électroniciens qui vont modifier ces machines et les font communiquer ensemble et les raccordent. On a eu l'idée avec mon équipe de monter un projet complètement disruptif qui est né, qui s'appelle Keyprod aujourd'hui. Keyprod, qui est la filiale digitale de JPD, donc on vient de la fab et on rentre dans la tech. Prod a trouvé un langage commun à toutes ces machines de production.
Ce langage, c'est tout simplement celui qu'utilisent les opérateurs pour écouter leur machine, c'est les vibrations qu'elles génèrent et le son qu'elles génèrent. Et on a créé un IoT, un objet connecté, qui vient simplement s'aimanter sur cette machine et qui, en écoutant simplement, avec un algorithme de deep learning, va comprendre si la machine fonctionne ou pas, va être capable de compter le nombre de pièces qu'elle a produites et remonter tout ça sur une interface cloud extrêmement moderne qui va vous permettre de piloter votre usine en temps réel. Donc, j'arrive au bout de mes 7 minutes, c'était très court. Je voulais simplement vous faire voilà l'état du parcours d'un entrepreneur industriel qui part d'une pièce, d'un client, qui part à l'export, qui rentre de la tête dans sa fab et qui, de ce projet, en fait aujourd'hui une antenne qui, je pense, va résonner tout particulièrement à la sortie de cette crise, où de nombreux industriels vont devoir aller vers le digital, car s'il fallait en être un exemple, JPB, depuis le jour 1 du confinement, a pu rester pleinement opérationnel, 100% fonctionnel, avec des équipes en remote, le pilotage de l'usine, tantôt à distance, tantôt en interne, des robots qui permettent une distanciation sociale suffisante et une usine capable de tourner la nuit. On a un bel exemple de résilience et un parc surtout très flexible qui va donner naissance, je pense, avec toute cette effervescence French Fab, cette entraide dont je parlais, naissance à des projets de diversification qui vont révolutionner la suite de nos industries. Merci de m'avoir écouté, je serai disponible pour des questions juste après lors de la table ronde si vous le souhaitez. Merci à vous. Merci Damien, très bel exemple. On est vraiment au cœur de notre sujet Tech and Fab. Alors un autre entrepreneur, lui aussi industriel, il s'agit de Bruno Bouygues, il est directeur général de GIS, une entreprise mayonnaise spécialisée dans la soudure. Bruno, merci de nous rejoindre pour nous présenter ton aventure. Merci d'aller jusqu'au podium, je ne suis pas un pro. Merci beaucoup Guillaume, Laurent, Gilles pour vos exposés respectifs et bien sûr bravo Damien pour la magnifique aventure industrielle de JPB System que je suis à tes côtés depuis quelques années. Je m'appelle Bruno Bouygues, je suis le PDG du groupe GIS. C'est un groupe industriel mayennais familial. On emploie 700 personnes dans le monde et on commercialise nos produits dans 120 pays. L'année dernière, on a fait à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en progression à 2 chiffres, avec notamment la grande fierté d'avoir une deuxième fois dépassé les 50% de nos ventes hors de France. Un peu comme JPB, on est positionné comme un des leaders technologiques sur nos segments. On soit 2 familles de produits qu'on fabrique. D'un côté, des chargeurs de batteries, pour des batteries plomb, lithium, nickel, cadmium, que vous voyez dans le monde automobile, dans le monde de l'électromobilité urbaine et dans différents mondes industriels. Nous fabriquons aussi des machines de soudage pour les secteurs de l'industrie et de l'automobile. Seconde famille, notre dernier produit, la gamme Neopulse, c'est un véritable bijou d'électronique industrielle qui compte déjà plus d'1 million de lignes de code, qui est devenu, dans un temps très court, une référence mondiale dans notre secteur. Aujourd'hui, je vais utiliser les quelques minutes d'antenne qui m'ont été données pour vous parler des liens intrinsèques entre technologie et industrie et essayer d'approfondir avec vous certains concepts sur lesquels nous travaillons en interne ici en Mayenne chez GIS. Alors, Pays de Loire et la Mayenne en particulier sont des territoires discrets mais très dynamiques en termes d'innovation, et surtout en termes d'innovation industrielle. Cela a notamment été mis en lumière l'année dernière, en janvier 2019, car nous avons eu la chance, le département de la Mayenne, d'accueillir la ministre Agnès Pannier-Runacher pour le coup d'envoi du French Fab Tour, dont Nicolas Dufour nous a parlé dans sa vidéo. En fait, le French Fab Tour, c'est une tournée exceptionnelle dans toute la France qui a été destinée à promouvoir l'image de l'industrie, et surtout une image d'une industrie tournée vers l'avenir, innovante et compatible. Le but était de démystifier et de susciter des vocations et de co-construire tous ensemble une industrie de demain qui sera locale, inclusive et qui s'appuiera bien sûr sur les grandes avancées des nouvelles technologies et de la mécanisation dont Damien nous a parlé. À ce titre, et dans l'industrie avec un grand I, tous les projets qui touchent à la réalité virtuelle, la réalité augmentée ont une place fondamentale, notamment en Mayenne où nous bénéficions de la présence, le rayonnement mondial du Laval Virtual Center. Peu comme vous, je suis personnellement passionné par les nouvelles technologies et leur potentiel. J'imagine que pour vous, vous êtes comme moi bluffé par l'exceptionnel talent des hommes et des femmes qui ont imaginé et construit dans un temps record le programme du Laval Virtual World. Je pense que comme vous, il faut les féliciter chaleureusement et je demande qu'on les applaudisse tous. Alors, j'appuie sur F4, voilà. Le monde des nouvelles technologies et l'ensemble des promesses associées est quasiment infini. Nous le savons tous, nous le constatons tous les jours. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de contribuer à un écosystème en apportant l'innovation. L'écosystème soit en crise comme en ce moment ou qu'il ne soit pas.
L'innovation spontanée et citoyenne a pris de nombreuses formes dans la crise actuelle du Covid-19. Absolument exceptionnel de voir l'imagination, la créativité et la réactivité d'un nombre incroyable de personnes qui ont souvent chez eux, à l'aide de logiciels, d'imprimantes 3D, créé et donné de nombreux éléments pour aider les hôpitaux et les soignants. Bertie, un ami présent dans la salle aujourd'hui, a construit en quelques heures, à partir de briques no-code, une application permettant à la ville de Saint-Malo, mais aussi à chaque ville qu'il souhaitait, de pouvoir identifier les commerces alimentaires ouverts. Innovation citoyenne, bénévole, simple à mettre en musique et ô combien pratique. C'est là qu'à tous ces entrepreneurs de l'ombre, je souhaite très sincèrement leur tirer mon chapeau. Alors de notre côté, chez GIS, on a connu sur les 20 dernières années une période de mutation technologique exceptionnelle. Nos produits, dont le cœur technologique était historiquement des transformateurs, se sont progressivement transformés avec l'arrivée de l'électronique. L'électronique les a dans un premier temps miniaturisés et a facilité leur commercialisation dans tous les pays. Dans les années 2000, GIS vendait des produits électrotechniques dans quelques pays. 20 ans plus tard, en 2020, GIS vend ses produits dans plus de 120 pays. En misant sur l'innovation, la qualité produit et l'écoute client, il nous a été possible de partir à la conquête des marchés export. Et je vous encourage tous, où que vous soyez, à porter cette même ambition dans votre projet professionnel. Même si actuellement, au moment où je vous parle, tout semble compliqué, car nous sommes encore au centre du cyclone, donnez-vous encore un peu de temps. Avec ce temps, tout va se rouvrir progressivement, mais avec de nouvelles règles que nous devrons tous comprendre et dans lesquelles nous devrons réinscrire notre projet entrepreneurial. En ce moment, nous faisons donc face à une situation compliquée. Mais nous pouvons, pour les plus anciens d'entre nous, malheureusement population à laquelle j'appartiens, tirer quelques leçons. En 2008, un double tsunami s'était abattu sur GIS. Pour tout le monde, nous avions été très impactés par le ralentissement économique lié à la crise des subprimes, mais aussi et surtout nos produits ayant des technologies électroniques qui arrivaient à maturité se sont trouvés progressivement mis en compétition face à des nouveaux produits hyper compétitifs, principalement de fabrication asiatique, et qui ont entraîné une rapide érosion de nos prix et de nos marges. Nous avons donc dû nous réinventer en nous appuyant sur nos collaborateurs, en les faisant monter en compétences et en utilisant le meilleur des savoir-faire industriels pour gagner en intégration verticale, en mécanisation, en productivité et surtout en compétitivité sur ces produits qui étaient arrivés à maturité. On a dû lancer un programme de recrutement pour le centre de recherche pour monter nos produits en gamme et lancer une seconde gamme de produits plus technologiques, plus puissants et avec beaucoup plus de logiciels embarqués. On a suivi une dizaine d'années de courses technologiques effrénées afin de proposer des produits différenciants. Stratégie à payer, car en 2019, cette montée en gamme a fidélisé nos clients. De quelques milliers de machines fabriquées dans les années 2000, nous en avons fabriqué plus d'un demi-million en 2019, soit à peu près 40 fois ce que nous faisions fin des années 90. Aujourd'hui, en 2020, nous allons devoir chez GIS nous réinventer une nouvelle fois pour faire face aux changements qui sont inéluctables après cette crise. Commençons déjà à y réfléchir pendant cette phase de confinement, qui, même si elle est difficile, permet de prendre un peu de hauteur. Comme je vous l'ai dit, nous sommes un acteur du monde des machines, et comme vous le savez, les machines deviennent progressivement plus intelligentes, plus connectées et plus autonomes. Damien nous en a parlé d'ailleurs. Chez GIS, nous allons accélérer notre travail sur 5 grands axes qui sont les suivants. Premièrement, le concept de connectivité. Damien en a parlé. Nous souhaitons réfléchir et travailler sur un concept de connexion de machine à machine qui chacune utilise des langages différents. Deuxièmement, travailler sur le concept de portabilité, c'est-à-dire comment transférer plus facilement des programmes ou des paramétrisations machines d'une machine à l'autre, ce qui est très important dans le monde industriel, que ce soit en production ou en maintenance préventive et curative. Troisièmement, le concept de traçabilité des opérations. Ce monde rapide, où tout le monde veut sur son téléphone portable être au courant de tout ce qui se passe, eh bien, il va nous falloir mieux suivre, mieux documenter les opérations et au plus proche des processus de fabrication. Enfin, on a un problème de gestion des droits. Un peu comme un ordinateur, une machine doit pouvoir donner et gérer les droits pour les différents utilisateurs qui les utiliseront. Et enfin, bien sûr, le concept de productivité. Il ne faut pas se tromper, les outils natifs d'analyse de productivité sur les nouvelles générations de machines donneront une compréhension plus fine de ce qui se passe à l'échelon le plus proche de l'acte de transformation. Ça permettra aux entreprises et aux individus de gagner en temps et en efficacité. En interne chez GIS, nous ne pourrons pas inventer le futur de notre industrie sans investir sur des nouvelles technologies, sans nous appuyer sur nos collaborateurs, qui devront continuer à grandir avec ces nouvelles technologies. Et je les remercie pour leurs efforts et leur implication quotidienne. Le monde des machines, que ce soit chez nous ou chez JPB System, chez Damien, va évoluer immensément dans les 10 prochaines années. Dans notre secteur, nous espérons être un des acteurs ou un des trublions qui modifiera l'écosystème grâce à la pertinence de nos innovations, la qualité de notre fabrication, le dynamisme de nos collaborateurs et surtout l'écoute client.
Aujourd'hui, nous pensons avoir installé un parc de 4 millions de machines en Europe et dans le monde. L'ambition est de porter ce parc de machines sur 20 ans à plus de 10 millions de machines, dont plus de la moitié seront connectables et on espère connectées, sur différents types de réseaux Internet. Il devra nécessairement se transformer et devenir un opérateur d'objets industriels connectés et penser et développer des nouveaux services associés. C'est un des sujets de nos réflexions actuellement. Comme vous le voyez, beaucoup de nouveaux challenges devant nous attendent et nous allons faire de notre mieux pour y répondre. J'espère que ces quelques points entre technologie et industrie vous auront intéressé et je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme Damien, je vais rester pour répondre aux questions. Merci beaucoup Bruno pour cette intervention. On peut l'applaudir. Alors pour dernière intervention, et notre dernière intervention, on a fait le choix d'un positionnement un peu différent, avec un regard peut-être plus philosophique, on va dire ça comme ça. Vous le connaissez tous. Nous accueillons avec plaisir Michel Lévy-Provençal. Michel est un entrepreneur français. Il a fondé en 2009 TEDx Paris, la conférence française sous licence TED. Et il a créé en 2019 le réseau BOMA, un réseau global consacré à l'innovation d'impact. Voilà, et nous sommes très heureux de l'accueillir sur scène. On peut l'applaudir. Michel. Je suis là. Bonjour à toutes et à tous. Je vais m'affoncer. Voilà, ça devrait être bon. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous de me donner l'occasion de conclure en fait ces interventions avant de passer à la table ronde. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous raconter 3 courtes histoires qui, j'espère, nous permettront de nous éclairer un peu sur notre manière d'envisager l'avenir au sens large, au-delà des aspects technologiques et industriels qui ont été très brillamment évoqués par Gilles Babinet, Damien Marc et Bruno Bouygues. Je vous propose de faire un pas de côté et peut-être essayer de réfléchir ensemble à notre responsabilité et aux options que nous avons face à la crise sans précédent que nous sommes en train de vivre. 3 histoires. La première, vous la connaissez peut-être. Elle va peut-être faire appel à un souvenir d'enfance. C'est l'histoire d'un vrai équipage, une vingtaine de marins américains qui sont à peu près à 5000 km des côtes chiliennes, en plein milieu de l'océan Pacifique. Et on est en 1819. Et ils se battent pour sauver leur navire qui est en train de prendre l'eau après avoir percuté un cachalot. En fait, cette histoire, vous la connaissez, elle a inspiré une œuvre qui vous a peut-être marqué quand vous étiez jeune, Moby Dick. Le bateau est en train de s'enfoncer et les marins se sauvent en embarquant dans plusieurs baleinières. Alors, il faut imaginer la scène, la nuit tombe, la houle est sur le point de les submerger, mais ils tiennent, ils sont à plus de 15 000 km de chez eux. La terre la plus proche est à peu près 1500 km de là. Et dans leur canot de sauvetage, il ne leur reste que quelques jours de vivre, jours d'eau et de nourriture. Et à ce moment-là, le capitaine d'équipage est face à un problème de survie. Il sait que s'il continue vers la terre la plus proche, il peut atteindre les îles Marquises. Ils ont assez de vivres pour cela. Mais l'équipage a plusieurs fois entendu parler de hordes de cannibales qui peupleraient l'île. Alors terrifiés, morts de peur à l'idée de finir dévorés vivants, ils cherchent d'autres options. Et là, très vite, ils s'aperçoivent que s'ils poursuivent leur course jusqu'au sud de l'Amérique, eh bien, ils peuvent atteindre une terre ferme, mais le voyage durera beaucoup plus longtemps. Et malheureusement, il manque de vivres pour atteindre sereinement cette terre-là. Alors face à ce dilemme, donc je rappelle, d'un côté un court voyage vers les cannibales ou un long voyage au risque de manquer de vivres, l'équipage, même si cette option-là est terrorisée à l'idée de rencontrer les cannibales, va faire le choix du plus long voyage et d'une économie drastique des vivres. 2 mois vont passer et par chance,
un bateau va croiser les baleiniers en pleine mer. La moitié de l'équipage est secourue et l'autre moitié a déjà péri. Que s'est-il passé pendant ces 2 mois de navigation ? Eh bien, la moitié de l'équipage qui a survécu s'est nourri, a bu, a consommé les vivres en quelques jours seulement, et plutôt que de se laisser mourir de faim, les survivants ont fini par se nourrir des cadavres de leurs congénères. En fait, terrifiés par les cannibales, ils avaient choisi la solution la plus difficile, mais à leurs yeux, la moins dangereuse, en réalité, la moins effrayante. La peur des cannibales, même si elle était imaginaire, était plus grande que celle d'une possible famine. La pire des peurs leur avait fait prendre la pire des décisions. La peur n'est jamais de bon conseil. La seconde histoire que j'aimerais vous raconter est très courte. C'est celle d'un militaire américain, l'amiral Stockdale. Peut-être que vous connaissez cet amiral. D'études ont été menées à la suite de son histoire. Dans les années 60, il était pilote pendant la guerre du Vietnam. Il a été abattu au-dessus du Vietnam et fait prisonnier et envoyé plus de 7 ans dans un camp de prisonniers, camp Hanoi Hilton, dont un film d'ailleurs a été tiré dans les années 80. Stockdale a subi d'horribles tortures, des dizaines de fois. Et d'ailleurs, il a dû faire des choses horribles pour survivre. Quand il est sorti, ils lui ont demandé quelle était la différence entre les gens qui avaient réussi à s'en sortir et ceux qui n'avaient pas réussi. Sa réponse a été, c'est facile en fait. Les gens qui n'ont pas réussi à s'en sortir étaient les optimistes. Les optimistes disaient, on sera à la maison à Noël, et puis Noël arrivait, et non, en fait, ils ne rentraient pas. Et puis, on sera de retour à Pâques, et puis non, en fait, à Pâques, ils ne rentraient pas. Jusqu'à ce qu'ils finissent par mourir de désespoir. Ceux qui s'en sont sortis sont ceux qui n'ont jamais confondu la foi totale en leur capacité à survivre à la faim, qui est quelque chose qu'on ne peut jamais se permettre de perdre, avec la discipline nécessaire pour affronter la réalité la plus crue et la plus brutale. Je vais vous faire un aveu, ça fait maintenant plus de 10 ans que je fais des conférences, en commençant par dire que on vit une période unique de l'histoire de l'humanité, que je parle d'exponentiel, de la phase d'accélération dans laquelle nous vivons. J'en ai un peu marre de répéter ça, pour être honnête avec vous. J'ai même arrêté parce qu'en fait, tout le monde le sait. Le sujet n'est plus le constat. Notre sujet aujourd'hui, c'est l'action. Quelle action, quelle attitude, quel leadership nous pouvons adopter? Alors évidemment, je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Je vis cette crise avec la même peur, avec la même boule au ventre que beaucoup d'entre vous, j'imagine. En revanche, je pense que nous pouvons nous y préparer. Imaginez un instant qu'on ait accès, c'est un exercice, mais imaginez un instant qu'on ait accès à une machine à voyager dans le temps. Imaginons, on est en 2019, en mars 2019, et on a la possibilité de voir ce qui va se passer en mars 2020. Imaginez un instant la réponse que nous aurions pu avoir face à la crise qu'on vit aujourd'hui si on avait pu voir 1 an seulement dans le futur. Les masques, les tests, non. Alors vous allez me dire, oui, évidemment, c'est facile. Une machine à voyager dans le temps, ça n'existe pas. Et pourtant, cette machine, elle existe. Et nous en avons une, chacun d'entre nous. L'un des premiers à l'avoir découvert, c'est ma 3e histoire, c'est un Français. Il l'a utilisé dans le monde économique pour gérer l'entreprise qui l'employait à l'époque. On est en 1965, à la Royal Dutch Shell, la compagnie pétrolière néerlandaise. Elle est florissante à l'époque. Et un hurluberlu français, Pierre Vac, met en place une stratégie qui est basée sur des scénarios prospectifs. L'idée de Pierre Vac, en réalité, est très simple. On ne peut pas prédire le futur, mais on peut se préparer à différents scénarios plus ou moins probables et identifier des plans d'action. C'est ce qu'a fait Pierre Vac pendant plusieurs décennies.
régulièrement, il va organiser des sessions de scénario planning, parfois en imaginant des scénarios totalement loufoques pour permettre à l'entreprise d'avoir des plans d'action associés. Et 2 fois, Pierre Wack va réussir à littéralement sauver Shell de la faillite en anticipant les 2 crises pétrolières de 1973 et 1979. Alors 50 ans plus tard, cette pratique, le scénario planning, aujourd'hui est utilisée par de nombreuses entreprises. Et elle utilise cette démarche, une ressource qu'on a tous, notre imagination. Cette pratique est une évidence dans les entreprises innovantes, particulièrement les GAFA. La grande différence entre une organisation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et quelle que soit sa taille, qui fait du scénario planning et celle qui n'en fait pas, c'est une question d'état d'esprit. Une organisation qui fait du scénario planning ne voit pas le futur depuis le présent, avec les yeux du présent. Elle essaie de voir le présent depuis le futur, avec le prisme du futur. Voir le futur depuis le présent, voir demain depuis aujourd'hui, c'est considérer demain comme un risque. Mais voir le présent depuis des scénarios possibles du futur, c'est anticiper les risques, mais surtout profiter des opportunités et mettre en place des plans d'action possibles associés à tous les scénarios imaginés. Alors ça demande de l'imagination, de l'énergie, du travail. Quel est le résultat quand on n'en fait pas ? Que ce soit à l'échelle de l'individu, de la famille, de l'entreprise, du village, de la ville, du département, du pays, du continent ou même du monde, qu'est-ce que nous disent ces 3 histoires ? D'abord, celle de Moby Dick. Elle est terrifiante, évidemment, mais elle nous dit aussi que la peur est la moins bonne des conseillères. Apprenons à comprendre nos mécanismes cognitifs, nos biais cognitifs, particulièrement en temps de crise, qui nous font parfois, même souvent, prendre des mauvaises décisions, parce que notre physiologie nous trahit. Nous sommes des animaux, nous sommes faits d'émotions. Ne l'oublions pas, acceptons-le pour le mieux. Dépassons certains de nos réflexes. Je pense à l'égoïsme, au repli sur soi, au refoulement de la réalité de notre interdépendance. Ensuite, qu'est-ce que nous dit la deuxième histoire, celle de Stockdale ? Eh bien, elle nous dit que l'optimisme aveugle est tout aussi destructeur que la peur. Comme le dit Daniel Kahneman, le prix Nobel, notre système 2, celui qui nous fait réfléchir et non réagir, est à rude épreuve et particulièrement en période de crise. Soit par excès de peur ou excès d'optimisme. Regardez par exemple nos réactions face au premier possible remède. On veut croire au miracle, en oubliant parfois tous les principes qui fondent la science. La rationalité a un coût cognitif. Ce coût, en période de crise, eh bien, on a du mal à l'accepter. Et pourtant, il nous faut l'accepter. Qu'est-ce que nous dit cette 3e histoire, l'histoire de Pierre Wack ? Eh bien, elle nous rappelle qu'il n'est pas possible de prédire le futur, mais qu'on a tous la possibilité d'anticiper les futurs possibles, de nous y préparer et de choisir notre réponse. En conscience, de façon rationnelle. Alors cela nous demande de développer peut-être des habitudes, imaginer, croiser les tendances, regarder les faits tels qu'ils sont, agir de manière rationnelle, accepter aussi les incertitudes. Mais d'une certaine manière, c'est ce qu'on attend aujourd'hui d'un leader. Un leader ne lui demande pas aujourd'hui de connaître le futur, mais d'anticiper les scénarios possibles. On ne lui demande pas non plus d'avoir toujours raison. Dire la vérité. On est confronté à un moment extrêmement brutal en ce moment, pour notre système de santé, pour notre économie, pour notre équilibre social. Les inégalités vont se creuser, probablement aggravées par la pandémie. Et les perspectives à long terme, que ce soit de notre industrie, du secteur du tourisme, de l'événementiel, même de l'éducation, sont sombres. Elles sont sombres, ces perspectives, sauf si nous les voyons depuis le futur. Elles sont sombres si on les voit depuis le présent.
Mais si nous affrontons ces scénarios en travaillant avec notre imaginaire, avec discipline et sans crainte, alors nous pourrons agir sur le présent. Et alors, cette idée de s'accrocher à la foi totale que nous finirons par l'emporter ne serait pas naïve. Elle ne serait pas le fruit d'un optimisme naïf, d'un vrai travail de leadership collectif. Je vous remercie. Merci beaucoup, Michel, pour cette présentation, ces histoires, certes un peu glaçantes, mais qui nous obligent à changer de point de vue et de regard sur le futur. Alors, pour cette dernière partie, qui sera plus une partie de questions-réponses, je demande à Marion Delastérie de monter sur scène. Marion est directrice Corporate Governance chez Deloitte. Elle est directrice du think tank Confiance et Gouvernance, et c'est elle qui va animer cette table ronde entre nos intervenants et qui répondra également aux questions que vous avez posées sur le chat public. Voilà, merci Marion. Je ne sais pas où elle est. J'arrive, je suis en train de monter. Est-ce que tu me vois? Impeccable. Voilà, donc Marion, je te laisse la main pour cette dernière partie. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Je crois que nous n'allons pas commencer à poser des questions à Michel parce qu'il va falloir tous qu'on digère un peu ce qu'il vient de dire. En revanche, est-ce que vous voyez Gilles Babinet qui est encore avec nous ou pas du tout? Il est derrière toi. Il est derrière moi. Bonjour Gilles, comment vas-tu? Bonjour Marion. Alors, tu as déjà abordé la question de l'Europe, mais je voudrais qu'on revienne un petit peu dessus et j'aimerais que tu nous partages ta perception du renouveau d'une Europe qui serait forte et cohérente face aux géants asiatiques et américains. Comment est-ce que tu penses qu'on peut faire et la place des collectivités, des territoires dans cette réorganisation? Alors, c'est une très bonne question. C'est une question qui est âprement discutée, en tout cas bien avant cette crise, depuis le départ du Royaume-Uni. Il y a quand même un certain nombre d'acteurs qui disent il faut qu'on fasse des modifications institutionnelles au fonctionnement européen. L'un des reproches qui est fait à l'Europe, c'est d'être éloigné des citoyens. Et effectivement, l'une des pistes, c'est de se rapprocher des territoires au travers, pour les nations fédérales, donc des États, l'Espagne, l'Allemagne, et pour les autres, des régions. C'est une piste qui était fermement repoussée par un certain nombre d'acteurs, dont la France, d'ailleurs, parce que traditionnellement, la France est un pays centralisé vertical. Mais on le voit d'ailleurs au travers de cette crise, où il y a un vrai enjeu de gouvernance. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas continuer avec un modèle aussi vertical, parce que tout simplement, il ne fonctionne pas. Donc j'espère que ce débat aura lieu. Et puis, c'est aussi le sujet de l'intégration européenne. C'est-à-dire qu'il y a un acquis qui, à mon avis, n'est pas tellement contesté, c'est l'espace de libre-échange. On ne s'en rend pas tellement compte parce qu'on ne rentre jamais dans ces détails-là, mais sur le plan économique et industriel, ça fonctionne très bien. Les pays européens ont accru leur part d'échange dans l'espace européen, dans des conditions économiques, sociales et environnementales qui sont plutôt bonnes. Le dollar, ou plutôt l'euro produit en Europe se fait avec 100 grammes de CO2. La même chose en Chine, c'est avec 600 grammes, et la même chose aux États-Unis, c'est avec 300 grammes. Et ça, c'est parce qu'on a réussi à développer un certain nombre d'outils, notamment des supply chains, des systèmes d'intégration dans le transport, dans le stockage, etc., qui fonctionnent plutôt pas mal. Donc, moi, quand j'entends beaucoup de gens en ce moment qui disent on va déconstruire l'Europe et puis on va devenir souverain en France, etc., je pense que les gens ne se rendent pas compte du niveau de sophistication de la valeur ajoutée telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est, en fait, on peut le faire pour les produits essentiels comme les masques ou les respirateurs, mais on ne peut pas le faire pour l'ensemble de l'économie. C'est juste impossible. Et je crois qu'il faut le dire parce que ça évitera les gens de partir dans des mauvaises voies à cet égard. Le sujet qui, à mon avis,
est important, c'est celui des partenariats renforcés. C'est bien que l'Europe n'est pas unie, qu'il y a un certain nombre de pays qui sont europhobes, la Hongrie, certains pays de l'Est et dans une certaine mesure la Pologne. Et on doit néanmoins continuer à fonctionner ensemble sur un certain nombre de sujets, notamment des sujets que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, de politique industrielle. Je ne suis pas un grand fan des politiques industrielles, mais c'est quand même un des sujets sur lesquels on veut avancer, ou même des sujets qui sont liés à l'environnement. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais il n'est pas impossible que la crise qu'on traverse soit une opportunité pour l'Europe. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est il y a une volonté de se réapproprier la valeur des questions de résilience par rapport notamment à la Chine. Et puis, il y a une volonté probablement d'autonomie sur le plan de la défense par rapport aux États-Unis, parce qu'on leur fait plus confiance. Et on voit bien que l'OTAN, qui a été déclarée en état de mort clinique par notre président de la République, c'est plus quelque chose d'aussi solide qu'auparavant. Et malgré tout, il y a des enjeux, demain des enjeux climatiques qui vont nécessiter qu'on ait un hard power qui fonctionne bien. Donc il y a une évolution qui est en cours. Moi, je pense que l'un des problèmes de cette évolution, c'est que elle n'intéresse pas les citoyens européens. Donc ce dont je vous parle là, bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces sujets-là. Ils sont déterminants pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, etc. Puis, ils sont déterminants pour la planète parce que, en fait, on est capable, comme je le disais tout à l'heure, de faire un terrain de jeu sur le plan environnemental qui va emmener la planète. Si on dit aux gens, aux Américains et aux Chinois, si vous voulez vous vendre vos produits en Europe, soit vous payez des taxes très élevées, soit vous êtes au même niveau de standard que nous en termes environnemental, en fait, on fait une taxe globale, un peu comme on l'a fait sur le RGPD. Voilà, donc ces sujets-là, on n'y arrivera que s'il y a un minimum d'union dans les pays européens. Et ça veut dire que chacun doit un peu balayer devant sa porte. Nous, on doit sans doute avoir une gouvernance qui soit un peu plus décentralisée, avoir un comportement peut-être un peu plus humble dans les instances européennes. Les Allemands, ils doivent accepter de se recréer un futur parce qu'ils ont une population qui vieillit, ils ont du mal à avoir une vision sur ce qu'ils doivent devenir. Et puis, il y a un certain nombre de pays qui profitent beaucoup de l'Europe, qui la critiquent sans cesse et qui doivent sans doute accepter un peu de rentrer dans le jeu. Est-ce que toutes ces conditions seront un jour réunies? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, la caractéristique forte de l'Europe, et je dirais sur plusieurs millénaires, c'est de rater à répétition des opportunités. Et là, on en a une. Franchement, moi, si je m'intéresse aux enjeux européens depuis une quinzaine d'années, je ne pense pas que depuis la chute du mur de Berlin, on ait eu quelque chose de la même nature que ce qui se présente. Et en particulier sur le plan de la technologie, où on a quand même plus de capital humain que nulle part ailleurs. Ça serait dommage de ne pas essayer de la saisir. Merci Gilles, j'ai l'impression que tu nous as fait une réponse assez complète et je vais sauter sur ce que tu viens de dire au sujet de ton peu de goût de la réindustrialisation et me diriger vers Bruno Bouygues et lui poser une question à ce sujet parce que, au contraire, vous, Bruno, vous dirigez un groupe qui est présent à l'international et aujourd'hui, dans le monde entier, on constate une forte envie, une envie de plus en plus forte de régionalisation dans le monde. Et est-ce que vous pensez que... Je voudrais juste préciser, je suis tout à fait favorable à l'industrie. Je ne cesse de le dire haut et fort. Oui, mais c'est la réindustrialisation. Mais pas aux politiques industrielles classiques, néoclassiques en tout cas. Merci Gilles. Et donc Bruno, vous pensez-vous que pour relancer le secteur industriel français, la relocalisation de nos industries est un des moyens envisageables? Alors j'aimerais m'appuyer un peu sur ce que Gilles a dit, parce qu'il y a beaucoup de concepts que je partage sur ce qu'il a dit. Premièrement, le périmètre de GIS, 20 ans, nos technologies étaient à base de transformateurs. C'était simple, le poids, le volume faisait que les transports étaient relativement prohibitifs et finalement, sur un terrain de jeu français de 60 millions de personnes, finalement, on pouvait être compétitif et percutant.
de l'électronique dans mon industrie a fait que d'un coup les produits sont devenus plus petits, les efforts de recherche ont été largement supérieurs que pour fabriquer un transformateur et tout d'un coup 60 millions de personnes, c'est devenu un peu petit. Il a fallu avoir un marché domestique plutôt de 300 à 400 millions, c'est-à-dire une échelle européenne. On va commencer à connecter nos machines et pour connecter nos machines, il va falloir qu'on augmente de façon très importante le centre de R&D. Et donc là, on parle plutôt d'un demi-milliard, voire 1 milliard de personnes. Donc, ce que je pense aujourd'hui, pour répondre à votre question, c'est qu'il y a des industries qui peuvent régionaliser facilement. Il y a d'autres où c'est plus complexe parce que pour que les usines soient viables, elles doivent toucher des populations de plus en plus larges. Vous êtes dans les secteurs de la technologie, vous devez toucher des univers de plus en plus larges. Lorsqu'on a pris du retard sur l'innovation dans ces secteurs, c'est difficile de revenir en arrière. Gilles qui disait à un moment, lorsqu'on parlait de technologies qui sont arrivées à maturité dans d'autres pays, que ce soit la Chine ou les États-Unis, que c'était difficile de pouvoir être copié en Europe. En ce moment, dans l'industrie, il y a des étapes qui ont été franchies par des acteurs. Dans notre secteur, on en fait partie. Et en fait, on voit que tous les acteurs derrière sont en train de s'écrouler parce que chaque année, les efforts de recherche augmentent, mais les prix ne montent pas. Donc, c'est pas évident. Donc, pour répondre à votre question, ça serait bien, mais je pense que ça va être très long, très difficile. Il va falloir recréer un état d'esprit entrepreneurial très fort. Et je ne crois pas du tout à des dogmes où tout viendrait de l'État vers le bas. Merci Bruno. Alors je vais me diriger vers Damien. Si ce n'est pas l'État qui sous-tend tout, on voit aussi que l'économie bascule vers une économie toujours plus de services et d'usages, y compris dans le secteur industriel. Toutes ces réalités, elles modifient les chaînes de création de valeur. Vous, comment est-ce qu'une industrie comme la vôtre peut-elle ou s'organise-t-elle pour pivoter? Bonjour, plusieurs axes. Donc, de toute façon, pivoter, il ne va pas y avoir le choix dans le contexte actuel. J'ai vu un commentaire là, dans le feed public qui me demandait très particulièrement, Damien, comment tu fais pour continuer à produire, à maintenir ton outil, sachant que l'industrie aéronautique, et je pense que vous le savez tous plus ou moins, vous l'entendez, va être une des industries les plus touchées au monde, de par le fait que tous les avions sont groundés, sont au sol, on avait déjà la crise du Boeing 737 MAX, on a maintenant l'ensemble des avions qui sont au sol, on n'est pas prêt, je pense, de refaire des échanges entre les pays déjà peut-être européens, puis entre pays internationaux. Donc, j'ai un domaine qui n'était pas très solide, donc voilà, l'industrie aéronautique, en tous les cas, va être fortement impactée pendant 2, 3, 4 ans. On nous parle, même si on n'a pas de chiffre exact, de baisse de cadence de l'ordre de 40, 50%, donc sur nos outils, ceux que je vous ai décrits, qui étaient en pleine accélération. Donc, c'est clair que si les industriels n'ont pas prévu, en tous les cas, de plan pour pivoter avant crise, ça va être compliqué. La chance qu'on a chez JPB, c'est que ça fait 2 ans en fait qu'on travaille sur de la diversification, comme je vous l'avais expliqué, sur de nouveaux produits qui vont trouver leur place et qui trouvent leur place dans d'autres industries. Ça reste des choses qui volent, ça peut être du militaire, ça peut être des hélicoptères à la place des avions civils, des jets privés qui vont aussi, je pense, se développer. Vouloir voyager plutôt dans des petits avions privés que sur grande ligne. Et puis, on a des produits aujourd'hui qui peuvent s'ouvrir à d'autres types d'industries. Donc déjà, c'est une première forme de voter. L'industrie du futur, on en a parlé, donc nous ayant un peu d'avance, on va dire, sur ce domaine, en ayant compris un certain nombre de choses, j'ai lancé, moi, cette filiale digitale de JPB qui s'appelle Keyprobe, comme les clés de la production. Qui serait une réponse un peu à tous ces chefs d'entreprise que j'ai vu passer chez moi il y a ces 2 dernières années et dont je me suis nourri un petit peu de leurs problématiques, du fait qu'ils ne savaient pas par quoi commencer. Et donc, Keyprobe va être une première brique très simple, peu coûteuse, avec de l'IoT tout à fait accessible. Et on va leur permettre, avec une formule d'abonnement qui va être aussi coûteuse, une 50aine d'euros par mois, on parle de piloter leurs usines à distance. Et donc, voilà, on arrive avec un système très disruptif. On vient un petit peu hacker ce système où prévalaient des solutions très...
J'ai été passé en micro on, désolé, voilà, micro off. Voilà, donc on arrive avec une solution qui va nous diversifier notre business plan avec des revenus récurrents, de l'abonnement, de la vente de devices. Donc voilà nous déjà comment on pivote avec du digital. Et puis, deuxième chose, en fait, ok, je pourrais dire quelle horreur, on va perdre 50% de nos capacités d'usinage. Mettons tout le monde au chômage partiel et puis on verra quand ça reviendra. Moi, au contraire, je prends ça comme une fabuleuse opportunité de me dire, c'est génial, là où c'était la course, on ne savait pas comment produire, si on allait être dans les délais, etc. D'un coup, on respire. On a la chance que l'État, à travers la BPI, a mis en place des aides colossales pour les entreprises françaises, en particulier industrielles et tout le corps d'industrie. Nous, on a mis un PGE en place, on a vraiment récupéré de la trésor pour pouvoir passer cette crise. Et nous, notre credo, c'est que pendant que le monde s'est mis sur pause, il n'y a qu'en Mayenne qu'on n'est pas sur pause, pendant que le monde s'est mis sur pause, nous, on va accélérer. On va accélérer sur nos développements, on va accélérer sur nos développements digitaux. Et toute cette synergie qui se passe au sein de la French Fab, parce que ça fait 2 ans qu'il y a des ambassadeurs de la French Fab qui se battent pour parler haut et fort de l'industrie, c'est quelques dizaines et centaines d'ambassadeurs. Aujourd'hui, on se parle tous les jours. Et ça donne naissance à des projets fabuleux et des projets qui pourraient nous permettre de piloter et très rapidement, je pense, je pense en particulier à un projet. On a un projet actuellement dont je ne peux pas vous dévoiler les grandes lignes. Mais pour faire simple, on est en train de travailler sur l'industrialisation d'un dispositif Stop Covid qui pourrait trouver sa place dans des millions d'usages à l'échelle européenne. On est en train de le mettre au point. Tout ça se fait en un temps record pendant cette période de confinement où chaque industriel apporte sa valeur. On a des gens qui bossent dans les batteries. On a JPB, mon entreprise, qui bosse dans l'implémentation d'un système mécanique. Malheureusement, je ne peux pas encore vous décrire, mais vous avez une avant-première aujourd'hui sur ce salon. On va passer des tests. Le dispositif qu'on met en place est bien capable d'anéantir le Covid. On va avoir des millions et des millions de pièces mécaniques. On parle là d'industrie et de tech dans l'industrie parce qu'il y a de la technologie dans ce système qui vont permettre, pourquoi pas, de réalimenter toute la filière industrielle abîmée. Je pense en particulier à l'aéronautique qui a beaucoup de capacités de libre. Si on arrive à monter ce système, ça va se faire là dans les prochaines semaines. On peut imaginer, remettre un coup d'élan et tout ça grâce à l'entraide, grâce à tous ces French Fabers qu'on est en train d'associer au niveau des territoires. Et il y a une énergie fabuleuse qui est en train de se mettre en place. Donc voilà des pistes un petit peu de pivotage, si on peut appeler ça comme ça, de pivot en tout cas. Et je pense que le positivisme qu'on dégage, nous entrepreneurs, il ne faut pas céder à la négativité. Ce positivisme qu'on échange, je pense qu'il est aussi contagieux que le virus qui nous cloue aujourd'hui chacun chez nous. Voilà. Alors, je dis bravo. Je dis bravo, Damien. Très joli pivot et très jolie façon de passer la parole pour clôturer à Michel. En revanche, Michel, il est 25 et nous nous arrêtons à 30, donc je vais te demander d'avoir la grande gentillesse de faire court. Parce que tu nous as rappelé la nécessité de faire de la prospective et du scénario planning, comme donc Damien l'a fait dans son industrie. De faire ces scénarios planning et prospective à l'échelle et de l'entreprise et de l'État. Et à ton avis, quelles sont les grandes ruptures auxquelles on n'est peut-être pas encore préparé, mais qu'on pourrait anticiper? Merci Marion. Oui, je vais faire très court. Juste un mot par rapport à cette crise-là du Covid qu'on vit. En réalité, c'était une crise qui était anticipée par certains. On l'a vu, Gates l'avait anticipé autour de 2015. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'on parle de signe noir, de Black Swan. En réalité, ça n'est pas du tout un Black Swan. C'est ce que, d'ailleurs, je vous invite à lire son livre, ce que Michel Vucker appelle un grey rhino. C'est un rhinocéros gris, autrement dit, un événement auquel qu'on pouvait anticiper, mais auquel on ne faisait pas attention. D'une certaine manière, qu'on a refoulé. Et toute l'idée est d'essayer d'identifier ces scénarios préconscients, refoulés, qu'on peut, en faisant du scénario planning, anticiper. Alors lesquels? La question que tu posais,
Alors moi, je suis pas oracle, hein, mais je travaille sur ces sujets de prospective. Je me réveille et je m'endors en essayant de croiser les tendances et en identifiant les scénarios. Alors, il y en a un certain nombre qu'on connaît. On peut en citer certains. Géopolitique, est-ce que la situation entre les USA et la Chine vont déboucher sur un nouveau leadership mondial? Est-ce qu'on s'est préparé aux risques et aux opportunités que cela suppose? Et encore une fois, à toutes les échelles, à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle, pourquoi pas de la ville, à l'échelle de l'État, à l'échelle mondiale. Est-ce qu'on va voir apparaître un nouvel ordre politique mondial, peut-être avec une archipélisation des États, avec du repli sur soi, une course au protectionnisme, ou à l'inverse, peut-être une charte internationale qui consacre l'interdépendance? Ça, ce sont deux scénarios qui sont complètement opposés et qui mériteraient d'être creusés, étudiés, débattus, même, pourquoi pas, démocratiquement. Il y a un scénario aussi qu'on a commencé à effleurer avec la crise du Covid, puisqu'on s'est tous rapatriés sur le numérique. Mais imaginons un instant que l'infrastructure numérique s'écroule. Qu'est-ce qui se passerait, que ce soit pour des raisons de cybersécurité ou tout simplement des raisons d'infrastructure? Est-ce qu'on a déjà fait un crash test mondial, civilisationnel, dans le cas de ce scénario-là? Je ne pense pas. Le climat, évidemment, ça on en parle beaucoup. Je ne sais pas si on s'y prépare assez, mais on en parle beaucoup. Un autre exemple, peut-être un changement de paradigme aussi socio-économique. On l'a vu là récemment avec le dernier exemple. Peut-être le dernier exemple, Michel. Les 28, c'est le dernier exemple. On l'a vu avec la crise. Peut-être la revalorisation des métiers qu'on a longuement dévalorisés. Je pense aux médecins, aux infirmiers. Face, par exemple, à ceux qui gagnent beaucoup et qui peut-être ne méritent pas autant. Je pense aux présentateurs TV ou aux footballeurs. Bref, pas mal de scénarios sur lesquels on a beaucoup de travail. Merci infiniment, Michel. Je vais laisser la parole à Guillaume pour conclure cette belle table ronde et cet après-midi. Merci à tous. Merci Marion, merci à chacun d'entre vous pour ces belles interventions. Je vais juste demander à Laurent Chrétien de me rejoindre et à Erwan Koatanea qui est devant de me rejoindre également, s'il est encore là. Moi, je voulais juste d'abord vous remercier tous d'être venus cet après-midi, remercier encore nos partenaires, le Conseil départemental de la Mayenne, la French Fab, la French Tech, la BPI, le MEDEF Pays de la Loire et le MEDEF de la Mayenne. Vous dire qu'on se retrouvera évidemment l'année prochaine, peut-être plus rapidement à travers un espace M qui pourrait être virtualisé et devenir plus pérenne. Et puis, je laisse le mot de la fin à Laurent. Laurent, peut-être une annonce à faire à notre public. Alors, merci Guillaume. Et je remercie tous les orateurs, mais en particulier Michel qui m'a tendu la perche là, en parlant du futur, de la machine à voyager dans le temps, puisque nous avons décidé avec Ouest France de co-organiser les premières assises nationales de l'éthique dans les technologies du futur. Le thème que nous avons retenu pour ces premières assises, ça s'appelle « Dompter le temps est-il souhaitable ?» Alors pourquoi ces assises? En fait, c'est comment dire, ça fait 3 ans ou 4 ans là qu'on organise pendant Laval Virtual, quand on peut le tenir, dans un petit château sympa à côté de Laval, là, au château de la Masure, un Visionary Think Tank. Donc c'est une sorte de confinement où 5, 6, 7 experts internationaux des technologies de réalité virtuelle, réalité augmentée se mêlent sont en quarantaine là, avec des industriels, et ils inventent le futur. Ils inventent les scénarios du futur des usages de la réalité virtuelle, réalité augmentée. Et l'année dernière, l'éthique et les problématiques éthiques, pas seulement celles de faut-il porter 15 minutes, 30 minutes, 100 minutes, un masque de réalité virtuelle, quels sont les risques pour la santé, quels sont les risques sur la propriété des données,
mais plutôt les risques pour l'humanité en fait, hein, voilà, pour comment est-ce que ces technologies impactent l'homme, vont impacter l'homme. Donc on se met là dans un scénario assez lointain, et c'est cette approche qui nous a donné envie avec Ouest France de co-organiser ces assises de l'éthique qui vont avoir lieu pour la première fois, donc le 1er décembre 2020 au Théâtre de Laval, et nous nous tenons évidemment à votre disposition pour toute suggestion. On a déjà établi un programme et nous sommes actuellement dans la recherche des speakers. Et je vois une petite annonce qui apparaît à l'écran pour vous dire qu'à l'issue, vous êtes tous les bienvenus. Depuis 3 soirs, nous organisons des soirées comme elles le sont dans la vraie vie à Laval, quand on remplit les restaurants, quand on remplit les bars et qu'on discute avec tous nos amis qui viennent du monde entier. Et bien là, on va se retrouver sur le terrain de foot du Laval Virtual World pour partager ensemble quelques danses. Et puis, si vous discutez longtemps, si on prend des apéros, même distanciés à distance, eh bien, on peut tenir jusqu'à 20h où il y aura un magnifique feu d'artifice sur la plage. Et on espère vous y voir nombreux. Voilà. Je te repasse la parole, Guillaume, et te remercie de cette opportunité. Merci Laurent, merci à tous. Et donc, rendez-vous sur le terrain de foot ou sur Espace M si vous voulez discuter avec nous. Merci et bonne soirée à tous.